On m'a toujours dit un problème de cheville, après tu te fous tout le temps la cheville. Et en fait, non, parce que la mémoire a été libérée rapidement. Donc, mon corps n'a pas emmagasiné, n'a pas capitalisé sur ça. Parce que nos fascias ont cette particularité, c'est que c'est un véritable disque dur. C'est-à-dire que ça enregistre tous les traumas émotionnels et physiques. Et ça va les garder en densité. Est-ce qu'on peut réellement détecter des zones émotionnelles dans les fascias? Bien sûr, on impacte nos émotions en fonction de notre posture, tout comme notre posture est impactée par nos émotions. Toutes nos cellules communiquent entre elles à l'instant T et que dès qu'il se passe un truc à un endroit dans notre corps, toutes les autres cellules de notre corps sont informées de ce qui se passe. Par contre, en 10 secondes, on a mis fin à 20 ans. Ça veut dire qu'une personne qui aurait une tension à la langue, elle peut très bien avoir mal au dos à cause de ça. Vos fascias gardent tout en mémoire, que ce soit traumatisme, stress, choc. Vos fascias n'oublient rien, mais vous pouvez les libérer. Et vos émotions s'accrochent aussi dans vos tissus. Sylver Caron, kinésithérapeute et ostéopathe du sport, est venu tout nous expliquer. Bonjour Sylver, bienvenue. Bonjour à toi Gwénoline, merci de m'avoir invité. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et juste avant, là, ça fait aussi un moment qu'on s'était pas parlé. Tu me disais, oui, le temps passe et tout ça, par rapport au projet. Et du coup, je t'ai demandé quel âge t'avais. Bon, pour moi, tu étais beaucoup plus jeune que ça. Et tu m'as dit 62 ans. Et tu fais tellement pas ton âge. Oui, 62 déjà. 1963, une bonne année. Ouais, 62 ans. Mais tu sais, ce que je te disais en off, le corps a une particularité, hein, c'est que quand tu le maltraites, bah, il te rend au centuple. Par contre, dès que tu commences à lui faire du bien, de la même façon, il te rend au centuple. Et quand tu prends soin de ton corps prend soin de toi, à tous les niveaux. Donc, ça s'entretient. C'est comme si tu avais une Ferrari entre les mains. Voilà. Ta Ferrari, ben, soit ça devient un véhicule de collection et elle reste belle très très longtemps. Du moins, elle reste jeune, elle est toujours en bon état, elle fonctionne bien, etc., etc. Soit tu n'en prends pas soin et puis ta Ferrari, elle commence à faire des pannes, à tomber, à avoir du mal à démarrer le matin, etc. Et bien pour nous, c'est pareil, sauf que nous, les pannes, c'est les maladies, c'est des choses comme ça. C'est le stress, le burn-out, c'est plein de choses. Et puis c'est surtout physiologiquement comment tes tissus, comment tes cellules réagissent au stress oxydatif, etc., etc. Donc, il faut lui donner les moyens de pouvoir réagir à tout ça. C'est une prise en charge. Voilà. Et je le dis pour les personnes qui ont déjà passé la quarantaine, parce que des fois, on me dit, mais il n'est pas trop tard après pour commencer à prendre soin de soi. Et je dis tout le temps, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Moi, j'ai commencé à prendre soin de moi à l'âge de 49 ans. C'est pour dire. Voilà. Jusqu'à 49 ans, je maltraitais mon corps sur plein de niveaux, on va dire. Oui, tu me parlais aussi de l'hydratation. Donc justement, pour commencer, je vais te proposer de définir le fascia. Parce qu'il y en a qui définissent ça, qui donnent l'exemple d'une grande toile d'araignée en 3D. Mais toi, tu vas me donner vraiment l'image qui te semble la plus juste, parce que tu es quand même spécialisé dans les fascias aussi. Enfin, dans beaucoup de choses. Je ne suis pas véritablement spécialisé dans les fascias. On va dire que je suis spécialisé en kinésithérapie, en ostéopathie, en posturologie, donc dans plein de domaines dans lesquels les fascias interviennent, puisqu'on travaille beaucoup sur les fascias, surtout en posturo et en ostéopathie, plus qu'en kiné. Mais voilà, donc toute ma vie, j'ai dans mon apprentissage de kiné, d'ostéo, de posturo, etc., j'ai travaillé sur ces fascias, j'ai été formé sur ces fascias, j'ai été formé en ostéopathie, en post-gradué ostéopathique, en ostéopathie somato-émotionnelle, donc sur les fascias, travaille sur la densité, ce qu'on appelle la densité des fascias, par le maître en la matière qui est Pierre Tricot, le père fondateur de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Donc oui, je vais expliquer ce qu'est. Alors, je vais dire ce qu'est le fascia ou ce que sont les fascias, parce qu'il y a deux façons de l'exprimer. Il y a celles et ceux qui disent les fascias et celles et ceux qui disent le fascia. En fait, les deux ont raison. Pourquoi? Parce que le fascia, c'est quoi? Le fascia, c'est une membrane, c'est une aponévrose. Notre corps est tapissé de fascia, superficiel, moyen, profond. On en a partout. Et en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre comment ce ou ces fascias voient le jour. Pour comprendre ça, imaginez un embryon dans le ventre de sa maman. Et vous le savez, l'être humain a, notamment dans le développement biologique, une des premières choses qui se construit, ce sont nos membranes méningées, les méninges, pour protéger et pour accrocher notre système neural, notamment au système osseux. Donc, 3 méninges
la plus profonde qu'on appelle la pimaire, l'intermédiaire qu'on appelle l'arachnoïde, comme une toile d'araignée. Donc c'est pour ça qu'on compare souvent le fascia à une toile d'araignée. Et puis la plus superficielle qu'on appelle la membrane durmérienne, qui va accrocher nos méninges à l'os, à la structure osseuse. Et dans le développement embryologique, je dis bien, pas biologique, embryologique, d'un nouveau-né, d'un enfant, d'un embryon humain, il va se passer la chose suivante, c'est que la membrane durmérienne va venir s'étendre en dehors du crâne, au travers de ce qu'on appelle les trous de la base du crâne, et cette membrane va venir dégouliner, un petit peu comme si on allumait une bougie et qu'on la laisse fondre. La cire va couler et va tapisser tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous, pardon. Donc imaginez une membrane qui dégouline et qui vient tapisser tout ce qui existe. Ça vient tapisser les poumons et ça va s'appeler la plèvre, ça va tapisser tous les organes et c'est ça qui va créer en fait tous les fascias qu'on a à travers le corps. J'ai pris des notes là parce que il y a des choses que j'aimerais te poser comme question. Et ben alors du coup les fascias, c'est quoi? Enfin, comment? C'est tout ce qu'il y en a dans le corps, c'est tout. Je reprends, regarde, quand il va tapisser, imaginez, visualisez, ça descend, ça vient tapisser les poumons, ça fait la plèvre. Et puis après, ça vient tapisser les organes, et ça va créer le péritoine. Et puis ça vient tapisser le foie, ça vient tapisser l'estomac. Et entre le foie et l'estomac, ces fascias, ce dégoulis, on va dire, de membrane durmérienne, va se toucher. Et en se touchant, ça va créer un accolement et ça va créer le ligament hépato-gastrique. Donc, tous les ligaments ont une origine membraneuse, durmérienne, fasciale. Et puis, ça va envelopper les fibres musculaires. Et ça va donner, quand la réunification des fibres musculaires, ça va venir s'accoler et ça va donner les tendons. Tous nos tendons sont du fascia. Et tous ces fascias-là, qui soient, on va dire, péritoine, plèvre, péricarde, tendons, ligaments, os, structure osseuse, structure cutanée, etc., n'est qu'une expansion d'une seule membrane au départ, qui est la membrane durmérienne. C'est pourquoi les ostéopathes, en tant qu'ostéopathes, quand on travaille notamment sur le crâne ou sur le système crâne-sacrum en ostéopathie, on vient travailler sur quasiment tout le corps, puisqu'on le fait au travers du travail sur la membrane durmérienne. Or, le fascia a une particularité. Imaginez, c'est un peu comme un poulet. Vous avez déjà pris un poulet cru. Quand on retire la peau d'un poulet cru, on a en dessous une espèce de membrane blanche translucide. C'est ça du fascia. Et ça tapisse tout notre corps. Et notre système membraneux, durmérien, etc., c'est exactement comme cette membrane. Ce qui fait que dès qu'on travaille sur le système crâne-sacrum et que tout le reste dans notre corps n'est qu'une expansion du système durmérien, eh bien, immédiatement, on va travailler aussi, crâne-sacrum, on va travailler sur le foie, sur l'estomac, sur la plèvre, sur le péricarde, sur tout le système viscéral, supérieur, inférieur, au niveau du cou, etc., puisque tout est fascia. Donc, dire à quoi sert le fascia, il sert à tout, puisqu'il va gérer les flux liquidiens, les flux sanguins, etc., etc. Mais la cicatrisation aussi, il peut se resserrer pour cicatriser? Eh ben, le fascia va se cicatriser ou pas en fonction des capacités que tu donnes à ton corps, en fonction de ton alimentation, ton hydratation, de ton acidose cellulaire, etc., etc. Tu vas favoriser ou pas la cicatrisation de ton corps, de ces fascias, ce qu'on appelle la cicatrisation des parties molles en termes médicaux. Et si on retire les fascias, en fait, parce qu'il tient tout le corps, si on le retire, on est plaqué au sol, enfin, on est comme une flaque d'eau finalement. Je vais donner, ouais, c'est ça, c'est la phrase du professeur Marc-Henri. L'être humain est considéré, moi j'adore le dire comme ça, l'être humain est extrêmement complexe. Il est constitué de deux choses, du fascia et de l'eau. Exclusivement de ça. Et Marc-Henri disait, le professeur Marc-Henri disait, si vous retirez les fascias d'un être humain, il ne reste que de l'eau. Sachant que notre corps est composé en grande partie
d'eau, nous sommes des êtres hydriques, on le sait. Donc, vous imaginez l'impact de ces fascias au travers de tous ces flux liquidiens, je vais en parler juste après. Donc, la fonction, elle est multiple. Elle est de maintien, elle est de structuration, elle est de cicatrisation, mais elle est aussi dans les schémas neuro-hormonaux, neuro-émotionnels, etc. Très, très, très importante, puisque ce sont ces fascias qui vont expliquer l'impact que peut avoir notre posture sur nos schémas. On le sait en PNL, on le sait au travers des travaux d'Amy Cuddy, de Harvard, etc. en 2010, que la posture est un des premiers bras de levier de nos schémas neuro-émotionnels. On impacte notre posture en fonction de on impacte nos émotions en fonction de notre posture, tout comme notre posture est impactée par nos émotions. Les deux vont ensemble. Eh bien, quand on comprend les fascias et l'eau et les flux liquidiens qu'il y a entre ces fascias, on comprend pourquoi la posture impacte nos schémas émotionnels. Alors, avant de te poser la question sur l'émotionnel, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont eu des chevilles foulées, des accidents ou quoi, qui me disent ouais, quels sont les remèdes et tout. J'ai été voir l'ostéo, le kiné. Et moi, souvent, je dis fais quand même un tour au fasciathérapeute pour travailler aussi les fascias, parce que si ça tire d'un côté, ça peut tirer sur toute une partie du corps. Tout à fait. Et donc, je voulais te poser la question sur les accidents et après, je voudrais te poser la question sur la beauté et si tu peux me répondre déjà sur les accidents. Alors, je ne vais pas dire en tant que kiné, en tant qu'ostéopathe, de ne pas aller voir un ostéo et de ne pas aller voir un kiné quand on se fait une entorse, par exemple. Le kiné va avoir un rôle très segmenté, c'est-à-dire un rôle de rééducation, de prévention pour éviter les récidives, notamment en faisant tout un travail proprioceptif pour éviter les récidives derrière, pour réveiller les petits récepteurs articulaires qui sont dans l'articulation de la cheville et lors de l'entorse, lors du traumatisme, qui sont sidérés, c'est-à-dire qui ne réagissent plus, et donc qui vont être à l'origine des récidives derrière. Ça, c'est le travail du kiné. Le travail de l'ostéo, ça va être d'aller voir globalement sur le corps quels sont les impacts de cette entorse, pourquoi il y a eu cette entorse, les impacts de cette entorse, les compensations, et faire lâcher les impacts et compensations. Parce que si je fais une entorse à droite et que je me retrouve avec un sacrum bloqué en torsion du même côté, forcément, le sacrum bloqué en torsion va rallonger ma jambe et donc va favoriser derrière les récidives. Donc, il y a cet aspect global chez l'ostéopathe, mais surtout et plus que tout, je dirais d'aller voir un fascia ou un ostéopathe formé en fasciathérapie. Pourquoi? Parce que nos fascias ont cette particularité, c'est que c'est un véritable disque dur, notre fascia ou nos fascias. C'est-à-dire que ça enregistre tous les traumas émotionnels et physiques. Et ça va les garder en densité, on va dire, dans la densité du fascia. D'où l'importance de travailler après, notamment en ostéopathie somato-émotionnelle ou en fasciathérapie, de rentrer dans la densité du fascia, de faire ce qu'on appelle un déroulement de fascia pour permettre de libérer la mémoire qu'il y a ancrée dans le fascia. Donc oui, c'est bien d'aller voir l'ostéo, le kiné pour rééduquer, l'ostéo pour toutes les compensations et le fascia pour aller libérer ce qui permet d'éviter donc les récidives derrière. Et bon, tu as un peu répondu à l'émotionnel, mais je voudrais juste partager une petite expérience. Quand j'étais à Bali, je me suis vraiment bien foulé la cheville. J'ai vu un médecin qui a rien fait, qui a voulu juste donner des anti-inflammatoires. Donc, on a essayé de trouver un espèce de guérisseur local. C'était très exotique, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée chez une guérisseuse j'avais le pied super gonflé. Je ne pouvais pas poser le pied par terre et ça faisait 3 jours que je cherchais quelqu'un. Et cette guérisseuse, bon, elle a peut-être dit des choses et tout, mais elle a surtout massé très, très fort. Et ça fait très, très mal. Et moi, elle m'a dit, après, tu vas marcher. Alors, pas en français, bien sûr. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est ça. Ça fait 3 jours que je marche pas. J'ai eu la cheville comme ça, je vais marcher. Elle a massé fort, fort, fort. Et elle me dit, vas-y, pose le pied. Et moi, je pleurais parce que ça fait très mal. Hein. Et en fait, je marchais parfaitement après. Et bon, en rentrant, j'ai été voir un fasciathérapeute. Et puis, c'était tellement lent, très doux. Ça, je sentais à peine rien. Je me dis, oh, ça sert à rien, ce truc. Et en fait, déjà, la première étape, là, cette personne-là m'a refait fonctionner. Mais je voulais m'assurer que tout était en place. Et on a terminé par les fascias. Mais tout ça, je pense que c'est qu'une histoire de fascia, non? Alors, c'est toute une histoire de fascia. Il faut savoir qu'en te massant très fort, c'est quelque chose, c'est un principe de médecine chinoise aussi. Moi, je sais que quand je m'entraînais avec des moines Shaolin,
à un moment donné de ma vie, quand j'étais jeune, quand je faisais des traumas sur les doigts, parce qu'on prenait des coups sur les doigts en boxant, il massait très fort les doigts à me faire hurler de douleur. Et là où normalement je vais 6 semaines d'immobilisation sous attelle, en 3 jours, le problème était réglé et je recommençais à utiliser mes doigts pour pouvoir faire mes séances de massage de kiné. Donc, c'est un principe qui est pourquoi? Parce que c'est un principe qui va venir hyper émier, c'est-à-dire hyper vascularisé par le massage profond et violent. On va créer une survascularisation qui va venir favoriser la cicatrisation des tissus mous. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Il y a bien sûr un aspect sur les fascias, mais il y a aussi beaucoup cet aspect d'hypravascularisation. Donc, ça a été après derrière entré par ce fasciathérapeute qui, lui, par contre, est allé en douceur dans la mémoire, on va dire, du fascia, voilà, pour travailler sur cette mémoire et faire lâcher cette mémoire pour éviter derrière des problématiques. Et tout ça pour dire, c'est que j'ai pas eu de récidive. On m'a toujours dit un problème de cheville, après tu te fous tout le temps la cheville. Et en fait, non, parce que la mémoire a été libérée rapidement. Donc, mon corps n'a pas emmagasiné, n'a pas capitalisé sur ça. Et là, voilà, je voudrais juste te poser la question, est-ce qu'on peut réellement détecter des zones émotionnelles dans les fascias? Bien sûr. Alors, mais bien évidemment. D'abord, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien remettre dans son esprit, c'est que tout notre système facial n'est qu'un seul et même fascia. Ça veut dire, pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'une expérience qu'on a fait, j'étais en 6e année, oui, à l'époque, les séances d'ostéopathie, les formations en ostéopathie se faisaient sur 6 ans, plus 2 ans après pour une thèse, donc c'était presque 8 ans. Maintenant, c'est passé, ça a été raccourci, mais à l'époque, c'était 6 ans. Et on a fait une expérience en 6e année, justement, avec Pierre Tricot. On a mis quelqu'un, un élève, sur la table, et Pierre s'est bandé les yeux. On lui a bandé les yeux fermés, les yeux bandés, et il avait mis juste 3 doigts, comme ça, posés sur le crâne du stagiaire, de l'élève. L'élève couché, et 4 autres élèves au niveau des chevilles et des poignets. Et on avait pour mission, de façon tout à fait aléatoire, de faire une flexion ou une extension de l'articulation, donc périphérique, cheville ou poignet. Et Pierre ne le voyait absolument pas, parce qu'il avait juste les yeux fermés, le bandeau et les doigts sur le crâne, comme ça. Donc les doigts en contact avec les zones sur lesquelles s'insère la membrane durmérienne, temporale, sagittale ici, et occipitale derrière, 3 doigts. Et donc, on était là, et de façon aléatoire, on bougeait. Et là, Pierre, les yeux fermés, les yeux bandés, disait cheville droite, extension, poignet gauche, flexion, poignet gauche, extension, cheville droite, flexion. C'est-à-dire qu'il sentait au crâne, les yeux bandés, tout ce qui se faisait au niveau périphérique. C'est pour comprendre que, quelle que soit une pathologie, quel que soit le trauma, quel que soit, on va dire, ce qui nous arrive, nos membranes interagissent et ont un impact à distance sur quasiment tout notre corps. Si on rajoute à ça qu'on a 22 milliards de molécules d'eau par cellule dans notre corps, multiplié par 80 à 100 000 milliards de cellules. Je vous laisse faire le calcul. C'est énorme, c'est colossal. Si on met toute cette eau-là et que on sait, au travers des travaux qui sont faits à l'international, que cette eau moléculaire est une eau à triple liaison hydrogénée, c'est-à-dire avec 3 atomes d'hydrogène, et que c'est cette triple liaison hydrogénée qui permet la transmission de l'information, eh bien, on comprend aussi pourquoi toutes nos cellules communiquent entre elles à l'instant T, et que dès qu'il se passe un truc à un instant, à un moment, à un endroit dans notre corps, toutes les autres cellules de notre corps sont informées de ce qui se passe grâce à ces flux liquidiens et à cette triple liaison hydrogénée qui permet la transmission pour les scientifiques, la transmission de l'information à travers notre corps. Donc, entre les membranes inextensibles et ces flux liquidiens qui sont mobilisés sur les mouvements et qui vont donner l'information à toutes les autres cellules qui ont le mouvement, eh bien, notre corps est tout le temps tenu informé. Donc, comme on dit, un mouvement de papillon à l'autre bout du monde peut déclencher un tsunami chez nous. Donc, c'est exactement la même chose dans notre corps. Et alors, ça veut dire qu'une personne qui aurait une tension à la langue,
elle peut très bien avoir mal au dos à cause de ça. Je vais te donner un exemple d'extrémité. J'ai une patiente qui vient me voir, Martine, 1998, je suis jeune diplômé ostéopathe. On n'est que 2 ostéopathes dans ma ville, mon associé et moi. L'ostéopathie est hors la loi, donc on est considéré comme exercice illégal de la médecine et on nous met des procès sans arrêt, sans arrêt. Quand je dis on, c'est le corps médical. Et j'ai une patiente qui arrive, qui vient me voir. Cette dame, Martine, a 300 jours de migraine par an. 300. C'est-à-dire qu'elle a fait 2 ou 3 tentatives de suicide, je m'en rappelle plus. Elle est sous 300 jours d'antimigraineux par an. Et elle a vu tous les médecins, elle a vu tous les spécialistes à Marseille, à Paris, à Bastia, etc., etc. Rien n'y faisait. Et donc, elle n'en pouvait plus. Et comme l'ostéopathie on commençait à en parler, elle vient me voir, Et là, dans mon anamnèse, je me rends compte qu'à l'âge, pour que vous compreniez l'impact, qu'à l'âge de 12 ans, elle s'est fait une entorse à la cheville. Entorse, cheville, droite ou gauche, je ne me rappelle plus, c'est pas important. Une entorse grave. Et donc, je vais tester, et là, je me rends compte qu'elle a ce qu'on appelle un astragale, c'est un os de la cheville, un astragale postérieur, c'est-à-dire qui vient modifier, du coup, toute la statique ostéo-articulaire et donc membraneuse du corps, avec des schémas de torsion, etc., etc., et des tensions membraneuses qui tirent, sauf que ça tire, le fascia, rappelez-vous, c'est une extension des méninges, ça vient tirer jusqu'au système méningé. Or, avant d'arriver au système méningé crânien, notre fascia ne s'accroche que sur une seule vertèbre, la deuxième vertèbre cervicale. Partout ailleurs, sur les autres vertèbres, il ne s'accroche pas. Et donc, qu'est-ce qui se passait? La deuxième vertèbre cervicale était verrouillée et donc venait comprimer le grand nerf d'Arnold qui lui créait des névralgies d'Arnold avec des migraines, mais horribles, à se taper la tête contre le mur. Ça a pris 10 secondes de libérer l'astragale en structurel, je l'avoue, certes, ça fait un gros au moment où j'ai libéré l'astragale. Par contre, en 10 secondes, on a mis fin à 20 ans de migraine. C'est juste pour que vous compreniez que tout ça, c'est le fascia qui va le déterminer. Ce sont tous les schémas adaptatifs qui vont le déterminer. Et donc, c'est absolument extraordinaire. Donc, oui, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Et ça illustre très bien. Parce que ce que j'ai compris, c'est que les scolioses, les kyphoses, on peut améliorer cette posture-là aussi. Alors, les kyphoses, oui. Les kyphoses, tant que ce n'est pas pathologique, par exemple lié à des pathologies telles que Scheuermann, maladie de Scheuermann, etc., il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est adaptatif et donc qui est modifiable parce que adaptatif. Les scolioses, c'est un peu différent. Les scolioses, il y a la vraie scoliose, j'entends. Elle se fait dans l'adolescence jusqu'à la fin de la croissance. Ce qui fait que la structure osseuse vertébrale, dans l'évolution de la scoliose, c'est quoi? C'est des tensions membraneuses qui sont inégales entre la droite et la gauche, entre le côté droit et le côté gauche. Ce qui fait que quand le corps vertébral grandit, il y a des tractions plus importantes d'un côté que de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Delpech en médecine, qui dit qu'un os se développe en fonction des contraintes qu'il subit. Et donc, s'il y a une grosse contrainte à droite, il ne va pas grandir à droite, il va grandir à gauche. Donc, les vertèbres commencent à grandir, mais en grandissant plus d'un côté que de l'autre. Donc, ça va créer ce qu'on appelle une cunéiformisation de la vertèbre, c'est-à-dire une déformation de la vertèbre. Et là, quand on arrive à l'âge adulte, malheureusement, la déformation, on ne peut plus rien y faire. Elle est structurée, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, le travail en fasciathérapie sur des adolescents qui sont dans des schémas de scoliose et dans des rééducations ou des problématiques de scoliose, oui, pour moi, beaucoup plus important qu'un travail en kinésithérapie. Le travail kiné, on le fait après, quand la scoliose elle est ancrée, etc. Là, oui, parce qu'il faut éviter, il faut garder le tonus musculaire pour éviter l'écroulement dans la scoliose. Mais dans le développement, le travail sur les fascias est encore plus important que la kinésithérapie. Je voudrais te poser une question par rapport à l'anti-âge. Par rapport à déjà garder un visage symétrique, parce que ce qui fait la beauté d'un visage, c'est la symétrie. Et quand, par exemple, on a le foie qui est gras, forcément, ça tire sur le fascia et forcément, on a une dissymétrie du visage. Donc déjà, il y a cette partie-là, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'avec le liquide, avec l'hydratation, enfin, par rapport à l'anti-âge,
Si tu aurais des conseils. Bien sûr, forcément, l'hydratation va venir, mais je vais en reparler après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un des principaux fascias dans notre corps, vous allez comprendre le lien, un des principaux fascias dans notre corps, c'est le diaphragme. Le diaphragme, ce muscle de la respiration, qui a une particularité. Vous savez, dans notre corps, on a 3 diaphragmes majeurs. Le premier, le plus bas, que les femmes connaissent très 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 bien, le périnée. Toute la rééducation périnéale en postpartum. Pourquoi? Parce que le périnée détendu, c'est le premier diaphragme. Le deuxième diaphragme, légèrement au-dessus, c'est le diaphragme respiratoire. Et le troisième diaphragme, c'est le diaphragme crânien, ce qu'on appelle la tente du cervelet. C'est le diaphragme, la membrane, qui sépare la partie basse de la partie haute du cerveau. Ces 3 diaphragmes fonctionnent ensemble, systématiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est génial quand on comprend et quand on met le doigt dessus, c'est que si on observe que le premier diaphragme est complètement musculaire. Le deuxième, respiratoire, est à moitié musculaire, à moitié membraneux. Et le troisième est 100% membraneux. Sachant que la partie musculaire représente la matrice, c'est-à-dire la matière, l'horizontalité de l'être humain, et la partie membraneuse représente la spiritualité. C'est-à-dire que plus on va en prenant son, après je réponds par rapport à l'esthétique, hein, plus on va en allant vers le membraneux, plus on va dans la spiritualité. C'est pas pour rien que la membrane, le troisième diaphragme qui est la tente du cervelet, soit 100% membraneux, puisqu'il est situé au niveau du cerveau. Alors maintenant, les 3 fonctionnent ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que organiquement parlant, on a un organe, tous, qui est situé quasiment tous au même endroit, qui s'appelle le foie. Tu l'as cité. Quand il est gras, problématique différente. Mais déjà, rien que le fait qu'il soit présent, ce foie. Le foie est légèrement plus haut que tout le reste, ce qui veut dire que la coupole diaphragmatique, à droite, est plus haute que la coupole diaphragmatique gauche. C'est pas pour rien que quand les gens respirent mal en courant, ils ont très souvent le point de côté à droite. Parce que c'est la zone du foie, c'est là où la coupole diaphragmatique va se spasmer en premier. Et donc, cette dissymétrie au niveau membraneux sur une coupole diaphragmatique va venir impacter 2 choses. Le diaphragme ci-dessous, le périnée, et le diaphragme ci-dessus, mais surtout va créer une dissymétrie dans le corps. C'est la raison pour laquelle, quand on observe les gens, on se rend compte que très souvent, il y a une épaule qui est plus basse que l'autre, il y a une oreille qui est plus basse que l'autre, il y a un visage qui est légèrement plus bas. La seule chose qui ne bouge pas dans le visage, la seule qui reste parfaitement horizontale, c'est la ligne des yeux. Tout le reste est dissymétrique. Et ça, c'est des tensions membraneuses qui le font. Et en effet, plus on maltraite son corps, plus on maltraite son foie, plus on est dans la malbouffe, plus on est dans des schémas émotionnels de colère. Donc, on le maltraite émotionnellement, puisqu'on le sait en médecine énergétique, la colère, l'organe, c'est le foie, 1h, 3h du matin, la zone d'activité de régénérescence des cellules hépatiques. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une accentuation de cette dissymétrie qui va accentuer l'imperfection, on va dire, qui va faire que, du coup, la beauté est impactée derrière. Parce qu'en effet, visuellement, c'est ces fameux rapports entre droit et gauche qui vont créer la perfection ou l'imperfection. Donc, c'est important d'en prendre conscience parce que la physio vient impacter derrière plein de choses, l'émotionnel, mais aussi toute la structuration et la morphologie. D'accord, donc boire de l'eau de qualité, manger correctement. Tu voulais parler de l'hydratation? Alors, il y a plein de choses. Je vais parler d'une chose. J'ai dit tout à l'heure quelque chose de très important que les gens doivent avoir en conscience. L'être humain est un être hydrique. Nous sommes composés à 99-99% pour les amis suisses et nos amis belges de molécules d'eau. Cette eau est en perpétuel mouvement. Et il faut comprendre une chose très importante. C'est comment naissent nos émotions. On parle souvent des émotions. On sait que 95% à 97% de la vie que l'on a, des actions qu'on met en place, des pensées que l'on a derrière, sont liées
à nos schémas émotionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à travailler sur nos émotions, etc., à les accepter, à les reconnaître, à les accepter, et puis à se libérer des délétères, ou alors à s'en faire des alliés de ces émotions pour pouvoir mieux vivre notre vie. Mais il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est comment naissent nos émotions. Si je vous disais que nos émotions ont une origine hydrique, liquidienne, les flux liquidiens qu'il y a dans notre corps en permanence, liés à nos postures, liés à nos mouvements de fascia, liés à notre activité physique, liés à donc la lumière derrière, liés au rayonnement biophotonique, c'est-à-dire ce qu'émettent les gens en face de nous, de positif ou de négatif, tout ça, les champs liés à l'acidose cellulaire, tout ça va venir impacter la qualité de nos flux liquidiens dans le corps. Sauf que ces flux liquidiens vont créer, vont être à l'origine de flux électriques dans notre corps, qui sont verbalisés par les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les électromyogrammes. Et ces flux électriques vont remonter dans notre corps par un système que les thérapeutes connaissent bien, qui s'appelle le système autonome, le système neurovégétatif, à savoir parasympathique et orthosympathique, mais surtout va remonter par le système parasympathique et par un nerf qui s'appelle le nerf vague, que beaucoup de thérapeutes connaissent. Et donc, ces flux électriques vont remonter, vont traverser l'intestin, vont modifier toute la physiologie de cette glande endocrine qui est notre intestin, notamment à travers de sa sécrétion de sérotonine. Je le rappelle, l'hormone de la fierté, de l'estime de soi, la sérotonine. Et puis, ils vont remonter, vont traverser le cœur, ces flux électriques, et vont modifier toute la fréquence vibratoire cardiaque. Et puis, ils vont remonter jusqu'à notre système limbique pour venir rentrer en résonance, ces ondes électriques, avec nos mémoires, avec nos croyances, etc., qu'on s'est construit dans notre vie. Dans notre vie, et puis nos mémoires même transgénérationnelles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir à ce moment-là naissance de nos émotions, positives ou négatives, en fonction que ces flux électriques et flux liquidiens soient de niveau vibratoire positif ou négatif. Et c'est cette vibration, ce qu'on appelle nos émotions, une origine de résonance. C'est la résonance qui va créer nos émotions. C'est pour ça que je dis, soyez dans des résonances positives au travers d'une bonne hydratation, au travers d'une bonne exposition à la lumière, en fréquentant des gens à niveau vibratoire qui vous poussent, qui vous montent, qui vous élèvent. Donc, un rayonnement biophotonique positif, c'est tous les travaux du professeur Gérald Pollack, plutôt que d'être dans, et faites du mouvement, soyez dans le mouvement, bougez, yoga, pilates, marche, ce que vous voulez, mais soyez dans le mouvement parce que tout ça va venir influer derrière tous vos schémas émotionnels. Et ces schémas émotionnels, qu'on le veuille ou pas, vont influer derrière la beauté de la personne. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est beau, on ne dit pas qu'il est beau que physiquement, on dit de quelqu'un qu'il rayonne, qu'il dégage quelque chose. Et c'est ce dégagement biophotonique qui va être dépendant des flux liquidiens qu'il va y avoir. Sauf que ces flux liquidiens vont être dépendants de plusieurs choses, vos mouvements, la qualité de l'eau que vous consommez, bien sûr, et la qualité et la quantité de l'eau que vous consommez, le mouvement, et plus que tout pour moi, en tant que thérapeute, les états d'acidose ou d'alcalose dans lequel va être votre corps. Parce qu'on le sait au travers des travaux, notamment du CNRS, que dès lors qu'on est en acidose cellulaire, ce qui est le cas de la plupart des gens, eh bien, on va venir altérer de façon délétère ces flux liquidiens et ces flux électriques. On va parler de ta formation tout à l'heure parce que tu regroupes vraiment toutes les clés, que ce soit posture, liquide, enfin tout ce qu'il faut savoir. Concrètement, là, est-ce que tu as des techniques concrètes, manuelles, posturales, respiratoires qui nous permettent de libérer les fascias figés, entre guillemets, ou par une émotion ou par autre chose? Bien sûr, la première chose, alors, il y a une technique que je donne très souvent qui est la technique du ballon, de la baudruche, mais qui est dans la formation. Donc, je vous laisse découvrir au travers de la formation. C'est extraordinaire. Hein, c'est dans la formation, il y a, j'en parlais tout à l'heure, cette fameuse technique qui est une technique d'auto-libération en ostéopathie crânienne. C'est-à-dire qu'on se fait soi-même de l'ostéopathie crânienne à soi-même et on libère ses fascias et ses membranes au travers de cette technique. C'est une technique extraordinaire, moi qui m'a été enseignée par Pierre Tricot, pour travailler sur moi avant de pouvoir travailler sur les autres. C'est un principe qu'on dit souvent en thérapie. Il faut déjà travailler sur soi avant de travailler sur les autres. Et donc, on avait cette technique que je mets dans la formation.
et que je vous laisse découvrir. Moi, ce que je voudrais faire, c'est vous faire découvrir une autre technique qui est une technique d'inhibition diaphragmatique, une technique de libération diaphragmatique ou technique d'étirement, on pourrait l'appeler comme ça, diaphragmatique. Le diaphragme, le muscle de la respiration, est un muscle. Et comme tout muscle, il y a une partie musculaire et une partie membraneuse, comme un muscle, partie musculaire, partie tendineuse. Et comme tout muscle, il peut se contracter. Mais dès lors qu'il se contracte, vous l'avez compris, il va venir tirer de façon déséquilibrée sur tous les membranes sus et sous-jacents, tous les fascias sus et sous-jacents. Donc, il va venir perturber toute la dynamique à la fois physique et émotionnelle de la personne. Donc, c'est excellent de faire cet exercice d'étirement diaphragmatique. Je pousse mon micro pour que vous puissiez me voir différemment et je vais baisser pour que vous puissiez voir mon ventre. Voilà. Je suis donc sur une technique de libération diaphragmatique. Je vais prendre mes petits doigts ici et je vais venir placer mes doigts sous mon gris costal. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Sous mon gris costal comme ça. Et je vais rentrer sous le gris costal. La plupart des gens, quand ils vont rentrer les doigts, vont rentrer que une phalange. C'est très dur de rentrer parce qu'il y a une tension derrière diaphragmatique très importante. Vous verrez que quand votre diaphragme sera détendu, vous pourrez rentrer quasiment tous les doigts jusque là. Peuvent rentrer. Ça, c'est quand le diaphragme est détendu. Donc, au départ, vous rentrez ce que vous pouvez. Ça peut être juste le bout des phalanges ou quasiment une phalange ou deux phalanges, peu importe. Enfin bref, vous rentrez. Et vous mettez votre poignet, je vais pousser un peu ma table. Voilà, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez me voir. Et vous allez mettre vos poignets ici sur vos cuisses. Donc, vous êtes sur vos cuisses, les doigts sont sous les côtes et vous rentrez. Et là, vous partez légèrement en flexion. Donc, les doigts vont rentrer sur les côtes. Et à un moment, ça va bloquer. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens à droite et à gauche et j'inspire. Je sens le diaphragme qui descend sous mes doigts. Qu'est-ce que je fais? J'expire et sur l'expiration, je gagne en flexion. Ça va plus loin. J'inspire, je maintiens, j'expire. Sur l'expire, je gagne en flexion. Là, je commence à avoir du mal à parler parce que mon diaphragme est complètement remonté. Donc, j'ai du mal à prendre mon inspiration. J'inspire et j'expire. Et je gagne. Je le fais 3 fois. Et après, je respire un cycle abdominal. Je fais cet exercice-là en fin de journée. Vous voyez, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça me prend 3 inspires, expires. Ça va se faire, allez, sur 20 secondes, 20-30 secondes. C'est vraiment très court. Par contre, ça permet en 3 inspires, expires de redonner l'information à mon système central que le diaphragme doit être détendu, étiré en position haute sur l'expire. Ça réinforme le système. C'est un peu un reset qu'on fait en fin de journée. Toute la journée, je suis un peu stressé, je travaille au boulot, je reçois ma belle-maman, j'ai une petite crise avec des amis, il faut que je fasse vite, je suis en retard, etc., etc. Donc, je suis stressé. Mon diaphragme se tend. Et bien, le soir, quand j'arrive, je fais un reset, je fais cet exercice et ça libère la tension. Ce qui veut dire que derrière, ça vient libérer tous les impacts et les conséquences qu'il y a sur le système membraneux, sus et sous-jacent. Et ça me permet de pouvoir être mieux, de mieux dormir, de mieux récupérer, d'être mieux dans ma tête, dans mon mindset, etc., etc. Donc, ça a plein d'effets positifs. Vous allez vous rendre compte quand vous le faites que vous allez vous rendre compte qu'il y a certainement un côté qui est plus tendu que l'autre. Le côté où ça tire un peu plus, c'est là où vous avez un spasme diaphragmatique. Et on a très, très, très souvent un côté plus tendu que l'autre. C'est juste ce déséquilibre, on va dire, dont je parlais tout à l'heure. Écoutez, voilà, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant cet exercice-là, surtout qui est très court, donc on peut l'appliquer tous les soirs. Et juste les pratiques comme la cohérence cardiaque ou le stretching ou le yoga, les choses comme ça,
ça peut être intéressant. Enfin, c'est cohérent aussi. Très cohérent. Et surtout, on comprend mieux quand on comprend ce que je disais tout à l'heure, ces flux liquidiens qui vont créer tout, hein, que ce soit la beauté physique, que ce soit la beauté émotionnelle, que ce soit le bien-être émotionnel, que ce soit la gestion de la pensée, la gestion de tout, de nos, même la gestion émotionnelle. Tout ça derrière, je comprends bien que si je fais attention à mon acidose et je suis dans un terrain alcalin, si je suis dans le mouvement, si je prends les rayonnements photoniques, etc., mes flux vont être en bon état, je vais venir donc créer des vibrations et des résonances à un haut niveau vibratoire, donc je ne vais réveiller que des émotions à haut niveau vibratoire, de bonté, de gratitude, de partage, d'amour, etc., etc. Si par contre, je suis toute la journée en état d'acidose cellulaire, que je ne bouge pas et qu'en plus, je suis confronté au travail à des gens qui me tirent vers le bas, je ne vais faire que des vibrations à des niveaux vibratoires fluctuants, liquidiens à bas niveau vibratoire, et donc des résonances électriques à bas niveau vibratoire qui vont rentrer en résonance avec des mémoires à bas niveau vibratoire. Et je vais réveiller des émotions de jalousie, de colère, d'aigreur, de rancœur, etc., etc., etc. Donc, c'est à vous de décider ce que vous choisissez d'avoir comme émotion derrière. Et pour ceux, oui, le pilate, le stretching, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je fais un petit point dessus, très important, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais on est régulé, tout à l'heure, je l'ai dit, par deux systèmes, qui sont le système qui est le système neurovégétatif, le système parasympathique et le système orthosympathique. Si je dois comparer, le parasympathique, c'est le frein. L'orthosympathique, c'est l'accélérateur de notre corps. C'est ce qui va accélérer le rythme cardiaque, le transit intestinal, etc. Le parasympathique, c'est ce qui va ralentir la bradycardie, le transit intestinal, la constipation, enfin bref, etc. L'être humain, globalement, est toujours équilibré entre les deux systèmes. La plupart du temps, 95% à minima de la population occidentale est dans ce qu'on appelle une dystonie, c'est-à-dire un déséquilibre neurovégétatif. Soit trop d'ortho, soit pas assez d'ortho, soit trop de para, soit pas assez de para, soit les deux ensemble, enfin bref, un déséquilibre total. Et c'est ça qui crée le mal-être, c'est ça qui crée la maladie, c'est ça qui crée la souffrance, etc., etc. La cohérence cardiaque a un énorme avantage, c'est que c'est un des rares exercices qui permet d'auto-réguler notre système neurovégétatif. C'est sa fonction primaire, c'est sa fonction de base. Les gens ne le savent pas, c'est sa principale fonction, de réguler notre système neurovégétatif. C'est un des rares exercices pour équilibrer. Pour équilibrer le système neurovégétatif, il faudrait soit faire de la réflexothérapie, soit faire de l'acu, soit faire des thérapies comme ça, qui sont des thérapies externes. Acupuncture. Hein. Acupuncture, fasciathérapie, etc., etc., qui viennent réguler par le biais des dermatomes réflexes et des zones cutanées réflexes ou énergétiques. Mais le seul exercice qui permet de l'auto-corriger cette dystonie neurovégétative, c'est la cohérence cardiaque. C'est un exercice que tout le monde devrait faire tous les jours, sans exception. Tout le monde sait qu'ils doivent le faire tous les jours, cet exercice-là. Ouais, mais très peu le font. Mais quand vous comprendrez que ça permet de réguler ces déséquilibres, j'en parle dans ma formation, j'explique et je donne des exercices. Oui, justement. La différence qu'il y a entre la reprogrammation de la respiration et la cohérence cardiaque. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta formation. Cette formation, en fait, elle est absolument colossale. C'est le travail d'une vie. Après l'écriture de mon livre, Le pouvoir de tout changer, donc c'est une formation que j'ai décidé à mettre en place il y a quelques temps et qui est tout mon travail en beaucoup plus développé sur le pouvoir de tout changer. C'est-à-dire que cette formation, c'est plus de 30 heures de formation, réparties au travers de plus de 80 capsules vidéo. C'est un travail absolument colossal sur soi qui reprend en fait tous les domaines de notre existence, à savoir la physiologie, la neurophysiologie, la posturologie, l'ostéopathie, enfin bref, avec des techniques d'autocorrection ostéopathique où j'explique, je parle d'épigénétique, je parle de plein de choses, je parle de nos schémas émotionnels, de nos systèmes de croyances, de notre communication, de plein de choses, mais tout ça en lien. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est construit sur un système pyramidal à 3 niveaux. Le premier niveau étant la physiologie, la posture. Le deuxième niveau étant nos schémas émotionnels et le troisième niveau, la spiritualité, dans sa dimension d'amour, la spiritualité.
Et pour pouvoir se construire, il faut que la base soit stable. Et surtout, cette formation fait les liens entre les différents niveaux. On comprend l'impact de la communication, l'impact des pensées sur notre physio, mais l'impact de notre physiologie sur nos mécanismes de pensée. Et comme je dis souvent, c'est en comprenant les choses qu'on peut changer les choses. Et là, les gens comprennent comment ils fonctionnent réellement de façon intrinsèque avec des mots très, 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 très simples. Donc, c'est une formation hyper complète où il y a de la pratique. Quand j'en ai discuté avec des élèves de ma cohorte, j'ai bon nombre d'élèves qui me disent « Waouh, cette formation, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale et elle est d'intérêt public. Tout le monde devrait connaître ce genre d'informations, ces mécanismes de fonctionnement. » Le problème, c'est que même bon nombre de thérapeutes ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est une synthèse de tout un apprentissage dans différents domaines. De toute expérience d'une vie où tu as été te former sur différents domaines. Absolument, qui sont synthétisés et qui font les liens. Donc, ça veut dire que même quand tu discutes avec un ostéopathe, il y a plein de choses dont tu n'as pas conscience. Oui. Quand tu discutes avec un psy ou avec un coach en neurosciences, il y a plein de choses dont il n'a pas conscience non plus parce qu'il ne fait pas, lui, les liens pour simplifier les choses. Et puis, il y a une chose aussi très, très, très importante dans cette formation, c'est l'accompagnement, puisque cette formation, derrière, il y a un accompagnement sur un an à travers de séances de coaching, questions-réponses, Zoom coaching, questions-réponses, pour pouvoir accompagner, répondre à tous les questionnements des stagiaires qui sont dans cette formation, où ils sont suivis pendant un an avec moi et je réponds à leurs questionnements, on va dire, ou à des précisions sur des choses qui n'auraient peut-être pas bien intégrées, on va dire. Silver, avant de se quitter, est-ce que juste tu peux nous... Parce qu'il y a un code promo, donc c'est LPTC, donc je vais l'afficher. Je vais tout mettre en description. La formation, mais en fait, il y a un prix sur la formation, c'est ça? Il y a un prix, tout à fait. Le prix de cette formation au départ était de 1747. Elle a été descendue à 1147 et grâce au code promo, spécialement pour les personnes qui te suivent, grâce au code promo, la formation descend à 997. Encore une remise de 150 € avec un cadeau supplémentaire. Encore. Ah, super, que je préfère dire tout de suite. On commande cette formation par le biais de ton lien. On a accès derrière à une deuxième formation que j'ai faite qui est complémentaire à celle-là. C'est une formation sur l'apprentissage du bonheur. Notamment, on travaille sur l'estime de soi, sur le sens, mission de vie, sens de vie, etc. Et qui est une formation qui, normalement, a un prix de 177 € et qui est offerte pour les personnes qui te suivent. Génial. Franchement, c'est top. Je ne peux pas faire plus. J'ai gratté, mais j'essaye d'aller plus loin, mais je ne peux pas faire. Ouais, tu me disais en off que c'est pas parce que c'est ta formation, mais on peut pas faire plus complet. C'est ma conviction. C'est pas, comme je te disais, c'est pas parce que c'est mon bébé, c'est pas parce que c'est ma formation. C'est juste que j'ai fait moi-même beaucoup de formations. J'en ai suivi beaucoup. Et je n'ai jamais trouvé, quel que soit le prestataire, je n'ai jamais trouvé de formation traitant de l'humain vraiment de façon aussi exhaustive. Et là, on comprend du coup les liens qu'il y a entre la physio, la neurophysio, les schémas neuro-émotionnels, les émotions, la communication, enfin bref, notre vie, quoi. Et on comprend les liens et on comprend comment, par exemple, l'état d'acidocellulaire va venir impacter nos émotions derrière. Vous comprendrez vraiment comment fonctionne intrinsèquement l'être humain. Et comme je dis toujours, on ne peut changer que ce dont on a conscience. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Complètement. Mais écoute, génial, Silver. Merci pour tout. Les amis, on vous embrasse très fort et on vous dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.